Bonsoir à toutes et à tous. C'est une belle récolte. C'est féliciter Ibrahima Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP, a accueilli hier Linda Diplo, cette ancienne militante du PDCI, mécontente de la gouvernante de Tidiane Thiam, a choisi le RHDP pour poursuivre son engagement politique. Vous verrez dans cette émission pourquoi elle fait ce choix. Et puis, cela fait aujourd'hui 5 jours que les candidats à la présidentielle d'octobre 2025 sont connus. 5 candidats ont été retenus sur les 60 aspirants. Exit Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Pascal Affi N'Guessan. Les sages du Conseil ont motivé les raisons de l'irrecevabilité de ces candidatures par diverses raisons. Je reviendrai donc sur ces sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine, que je soumettrai à l'analyse de mon invité, Dr Khalilou Koulibaly, analyste politique, ingénieur et doctorant Eddy. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je le disais, c'est une belle récolte. Hier, l'accueil de Linda Diplo, qui a officiellement rejoint les rangs du RHDP. Le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahima Cissé Bakongo, a salué l'efficacité du secrétaire départemental du RHDP dans la région du Sud Comoé, le ministre Eugène Aka Awele, qui a travaillé à cela. Linda Diplo explique quant à elle les raisons qui ont motivé sa décision. Après la disparition du président Henri Konan Bédié, l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête du PDCI-RDA nous avait fait espérer au renforcement des valeurs pour lesquelles nous nous étions battus pendant quasiment 25 années d'opposition. Cependant, je me suis rendu compte au fil du temps que l'orientation et la ligne actuelle du parti ne correspondaient plus à mes aspirations et mes convictions. J'ai donc décidé, en pleine conscience, de démissionner du PDCI-RDA. Toutefois, je voudrais réaffirmer que la politique est pour moi, après mon activité professionnelle, un choix de vie. Elle reste un moyen par lequel je veux continuer de servir mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai décidé de continuer ce service en intégrant les rangs du parti dont je partage l'orientation stratégique et la vision parmi tous ceux qui existent aujourd'hui sur l'échiquier national. Vous l'aurez compris, j'ai porté mon choix sur le Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Alors, docteur Khalilou, le PDCI a beau jeu d'accuser le RHDP de tous ces maux, mais là, visiblement, est-ce qu'il n'y a pas péril en sa demeure? Oui, alors, on peut penser ainsi qu'il y a péril en la demeure au regard donc, des cascades de départ que nous avons connues ces derniers temps du PDCI. Et également, au regard aussi de l'élément, quand on écoute la déclaration de Linda Diplo, qui vient récemment du parti du PDCI également, la déception est à la base. Alors, en la matière, quand la déception, quand la loyauté rencontre la déception, le départ devient la seule voie diplomatique, c'est-à-dire qu'il faut partir. Alors, à l'écouter, c'est une femme, elle a connu les moments stables du PDCI. Son entrée en politique au PDCI, d'après ce qu'elle dit, date de 1990. Donc de 1990 jusqu'en 2002, phase stable, jusqu'en 2000, on va dire, jusqu'en 99, phase stable du PDCI. Elle y était là, elle a connu ces phases stables. Après, c'était l'alliance PDCI-RDR dans l'opposition. Donc, également, phase stable qui a conduit aux élections de 2010. Et puis, le changement qui est de 2010 à 2020, jusqu'au décès d'Henri Konan Bédié, je crois que c'était en 2022, encore on était dans la période stable. Sauf que le changement
forcée qui intervenue à la suite du décès de Henri Konan Bédié n'a pas laissé le PDCI dans sa zone de confort. La gouvernance du nouveau président, naturellement, n'a pas non plus plu à beaucoup de cadres, au point où il y a beaucoup de déceptions. Et ces déceptions se manifestent aujourd'hui à travers ce départ, comme elle l'a su bien exprimé, raison pour laquelle elle part, parce qu'elle ne se retrouve plus dans les valeurs aujourd'hui qui sont promues au PDCI. Donc, malheureusement, le PDCI qui a refusé donc de faire une analyse critique de la situation pour en récolter les bénéfices afin de maintenir stable le navire, malheureusement n'a pas su le faire. Donc a laissé le navire aller au naufrage, au point où seuls ceux qui détiennent encore les bouées de sauvetage arrivent encore à s'échapper. Alors, elle fait partie de ceux qui ont pris la décision donc, de ne pas connaître le naufrage avec le navire et aller vers un parti naturellement qui est le RHDP, un parti qui partage les mêmes fondements que le PDC et RDA. Ça, il a souligné. Au moment où elle part, il y a encore beaucoup de mécontents au PDCI, beaucoup de cadres continuent d'exprimer leur mécontentement. Est-ce qu'on peut craindre d'autres défections? Est-ce que l'hémorragie va continuer? Oui, tant que le cap est maintenu ainsi, l'hémorragie va continuer. Parce que je ne pense pas qu'au PDCI, des efforts sont faits pour maintenir le navire à flot dans la tranquillité, dans une zone de confort. Ce n'est pas le cas. On s'entête. Là, récemment, on a vu des délégués, je crois, des secrétaires de section, voilà, saisir le tribunal à l'effet donc de... D'une plainte continentale? Non, pour mettre en cause le congrès, le dernier congrès qui s'est tenu. Donc, si ça aboutit, ben, écoute, c'est la dissolution. Donc, on va aller vers, la remise en cause des décisions qui ont été prises à l'occasion de ce congrès-là. Donc, forcément, le PDCI n'est pas sur la bonne pente. Pour moi, le PDCI n'est pas sur la bonne pente. Okay. Linda Diplo, elle est une femme politique expérimentée. Vous l'avez souligné, c'est 30 ans d'engagement politique avec le PDCI. Elle fait partie de ces femmes-là, de ces femmes politiques qui allient discrétion et efficacité. Ce n'est donc pas en vain si Ibrahima Cissé Bakongo a parlé d'une belle prise, d'une belle récolte. Mais trouvera-t-elle pour autant sa place au sein du RHDP? Je vous propose d'abord de regarder cette infographie d'Arlette Badou qui lui souhaite la bienvenue, je la cite. Je souhaite la bienvenue à Maître Linda Diplo dans notre grande famille et l'assure de la fraternité et du soutien indéfectible des femmes du RHDP. Est-ce que Linda Diplo pourra trouver sa place au sein du RHDP? Oui. Alors, Linda Diplo, je ne doute pas de ses qualités intellectuelles, de ses connaissances politiques. C'est une femme politique. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle est déléguée départementale PDCI. Elle est aux élections municipales contre l'actuel maire. Et est-ce qu'elle n'a pas encore gagné une élection là? Elle n'a pas gagné, mais bon, vous savez qu'elle c'est de justesse qu'elle manque aussi d'être élue. Et donc, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas un électorat. Elle a un électorat, forcément, elle a un ancrage sociologique. Et cet ancrage, forcément, se reconnaît en elle. Et donc, va être bénéfique forcément pour le RHDP. On va peut-être revoir cette infographie de Linda Diplo. Cette infographie, de Arlette Badou, qui est la présidente de l'Union des femmes du RHDP. Je la cite de nouveau. Je souhaite la bienvenue à Maître Linda Diplo dans notre grande famille et l'assure de la fraternité et du soutien indéfectible des femmes du RHDP. Quand vous êtes une femme et que vous arrivez dans un parti, que la présidente des femmes de ce parti-là vous fait cet accueil, vous fait cette bienvenue, est-ce que ça augure
d'une certaine facilité pour votre insertion? Vous prenez votre place plus facilement? Est-ce que ça facilite quand même les choses? Oui, toute la symbolique est là. Comme vous voyez, une salle comble qui l'accueille, mais dans l'enthousiasme, avec tous les vocaux du secrétaire exécutif, avec la présence du secrétaire exécutif, la présence des femmes, ben, ça augure quand même de meilleurs avenirs. Avec des chefs qui l'accompagnent, vous comprenez, on ne peut pas être mieux accueilli que ça. On ne peut pas être mieux accueilli que ça, surtout quand on part pour atterrir dans un autre parti. En général, les gens viennent seuls ou bien ils viennent parce que, bon, ils ont décidé de partir, mais n'ayant pas cet ancrage-là, ils ne sont pas suivis comme elle est suivie là. Je pense que c'est une belle recrue. Qu'est-ce que ça vous dit du travail, quand même, du travail de fourmi, du secrétaire départemental dans la région du Sud Komo et de Yaka-Wele, qui a quand même travaillé à cette belle prise-là? C'est le rôle des cadres, de faire en sorte que, surtout chez les Oufetis, quand on est dans une région où on est dominant et qu'on a des adversaires qui sont proches idéologiquement, naturellement, tout va se faire au profit donc du parti qui offre la plus grande stabilité. Alors, elle a évoqué parmi les raisons qui l'ont convaincu d'adhérer au RHDP. Absolument. Le RHDP aujourd'hui est le parti qui offre la plus grande stabilité politique, qui propose aux Ivoiriens une offre alléchante, qui construit la Côte d'Ivoire, je veux dire, au bénéfice des populations. Et tout le monde est satisfait du bilan du RHDP aujourd'hui. Nul ne peut le nier. Hein. Quoi qu'on dise, c'est le parti qui a su faire progresser le pays après les 30 années d'Oufo-Boigny, les 30 années de la gouvernance d'Oufo-Boigny, qui a hissé la Côte d'Ivoire à des niveaux que la Côte d'Ivoire n'a jamais atteints avant. Alors, naturellement, et surtout quand on partage quasiment les mêmes valeurs et les partis partagent les mêmes fondements, quoi de plus naturel que d'aller à flot vers ce parti-là. Alors, docteur, toute dernière question pour rapidement terminer avec ce sujet. Linda Diplo a fait la promesse de s'engager à la réélection du président Alassane Ouattara avec un score important à Bassam, sa ville d'origine. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous la croyez capable? Évidemment, je vais dire, le challenger du PDCI, du RHDP dans la région, c'est bien le PDCI. Alors, en venant, elle vient forcément, je l'ai dit tout à l'heure, elle a un ancrage sociologique, elle vient avec forcément du monde. Il y a du monde qui se reconnaît en elle. Elle est une élue départementale, elle a participé aux élections municipales. Donc forcément, elle a un ancrage politique, sociologique, qui va être bénéfique pour le RHDP. Alors, il nous est loisible de croire qu'il y aura même s'il n'y a pas le transvasement total, mais il y aura un transvasement et ça ne peut qu'améliorer le score, le pourcentage, comment je vais dire ça, le nombre de voix, la répétition. Le nombre de voix, non, mais c'est le vrai challenge du RHDP, ce n'est pas la victoire. Pour moi, elle est évidente, la victoire. C'est le taux de participation. Voilà, donc le taux de participation, pour moi, est le véritable challenge du RHDP pour les élections de 2025. Et j'espère bien que cet engouement va amener beaucoup plus de gens à s'intéresser à la politique, parce que désormais, c'est le RHDP qui recrute une personnalité qui a un ancrage, qui a un pied-à-terre dans une région, en plus donc, du président du conseil régional. Il faudra que renforcer et puis élargir l'espace politique du RHDP. En tout cas, on peut être optimiste au regard du nombre important de personnes qui ont composé sa délégation, important aussi par la qualité. Il y avait des chefs traditionnels, il y avait des associations de femmes, il y avait des délégués des sections. Ils avaient tous ce slogan « Où tu vas, je vais » à l'endroit de Linda Diplo. J'aimerais qu'on aborde à présent la question de la liste des candidats retenus à la présidentielle. Je le disais, ni Gbagbo, ni Thiam, ni Yafi n'ont passé le filtre du Conseil constitutionnel. Leur dossier comportant des irrégularités selon les sages du Conseil constitutionnel. On va écouter la présidente du Conseil constitutionnel, Chatal Nanaba Kamara, qui évoque ici ces irrégularités.
Sur la déclaration de candidature de M. Afi Nguessan Pascal, considérant que M. Afi Nguessan Pascal a produit toutes les pièces, dont une liste de parrainages. Cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages qui sont invalides, considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 1065 parrainages, ne peut permettre de combler le déficit de 20 504 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan n'a pas été obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Afi Nguessan Pascal doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant qu'à l'examen de la liste électorale, il apparaît que les noms et prénoms et autres éléments d'identification de M. Thiam Cheikh Tidiane n'y figurent pas. Que dès lors, la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant au surplus que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, soit 60 661 invalidations. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Docteur, on s'y attendait certains plus ou moins, ne serait-ce que pour certains candidats comme Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, mais sur les irrégularités soulevées par le Conseil constitutionnel, quels commentaires vous en faites? Alors pour moi, les irrégularités, pour moi, c'est même subsidiaire. Pour moi, je vais dire, la candidature de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam ne devrait même pas dépasser le seuil de la CEI. Voilà, parce que des gens qui ne figurent pas, enfin des candidats qui ne figurent pas sur la liste électorale ne sont même pas des candidats. Voilà, ils ont la prétention d'être candidats, mais en réalité, ils ne sont pas des candidats. Je pense que c'est par bienséance même et par décence qu'on a bien voulu analyser le dossier. Ça ne devait même pas franchir ce seuil-là. Pour là, j'en veux un peu à la CEI, qui a été une boîte aux lettres qui a servi de boîte aux lettres. Donc, à une complicité à des candidatures qui ne sont pas conformes à la règle. Le président de la CEI, lui, l'avait expliqué qu'il, vu que c'est le Conseil constitutionnel qui se prononce en dernier lieu, il préfère transmettre les dossiers. Oui, pour éviter. Mais il y a des conditions de participation. Il y a des conditions de participation à cette élection-là. En ce moment, pour qu'on mette des conditions, il faut collecter et puis tout transférer, ne même pas exiger quoi que ce soit. Mais dès lors on met des exigences, il faut les respecter. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout ce tohu-bohu autour de cette élection parce qu'on a permis que ça aille jusqu'à la Cour constitutionnelle. Ça ne devrait même pas dépasser ce seuil-là, le seuil de la CEI. Pour moi, c'est mon avis. Et je reste ferme là-dessus. Pour moi, la candidature de Tidiane et de Gbagbo ne devait même pas dépasser le seuil de la CEI. Qu'est-ce que ça vous inspire, leur démarche de faire d'abord ce dépôt de dossier, tout en sachant qu'à la base, il ne figure pas sur la liste électorale? Mais c'est la belligérance. Ils aspirent. Gbagbo a dit la bagarre, mais il fera la bagarre. Voilà, il tient à ce qu'il a dit, sachant qu'il n'est pas éligible depuis 2020. Et ses conditions d'éligibilité n'ont pas changé depuis 2020. Comment peut-il aspirer à un changement et un résultat autre que celui qu'il a connu? Le sachant d'avance, quand il dit qu'il va être candidat, c'est qu'il aspire à autre chose qui n'est pas la démocratie. Il faut être clair là-dessus. Parce qu'à force de taire les sujets qui fâchent, on finit par adopter, on finit par croire, se compromettre dans des choses qu'on veut éviter. Il faut éviter donc de se compromettre dans sa forfaiture. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Sa candidature ne devait même pas franchir le seuil de la CEI. Moi, je pense qu'il y a une grosse réforme à faire au niveau de la CEI. Désormais, où on met des conditions, on respecte les conditions. En ce moment, le dossier il est admis à aller à la Cour constitutionnelle. Ou on ne met pas de conditions, alors tout le monde on va à la volo. Et puis la Cour constitutionnelle est décidée plus tard. Mais sinon, Tidiane Thiam et Gbagbo ne devaient même pas dépasser le seuil de la CEI. J'insiste là-dessus. Est-ce que le rejet de la candidature d'Afi Nguessan vous a quand même surpris? L'intéressé, lui, il s'est dit surpris.
Oh, pas du tout. Vous regardez bien, le FPI de Afin N'Guessan ne fait que se rabougrir chaque jour. Tous les jours, c'est de nouveaux départs. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu encore d'autres départs. Il n'a pas pu se faire réélire dans le Moronou en tant que président du conseil régional. Je me demande même s'il va être élu prochainement en tant que député. Il faut craindre pour lui. Moi, je pense qu'Afin N'Guessan, il est complètement en déconfiture. Il faut bien qu'il se ressaisisse, qu'il soit lui-même lucide pour comprendre que son temps est passé et que voilà, c'est un cycle qui est fermé. Lui, il a quand même sorti hier, Pascal Afin N'Guessan. On va peut-être le voir à l'écran. Il demande ses partisans à se mobiliser pour... je vous résume ce qu'il dit, je le cite. Il dit « Alassane Ouattara s'apprête à mettre son petit frère au pouvoir. Nous assistons à l'avènement de la dynastie des Ouattara. Apprêtons-nous pour la libération de notre pays. » Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie? Georges Bush fils, ça vous dit quelque chose? Oui. Yadema fils, ça vous dit quelque chose? Si. Bongo fils, ça vous dit quelque chose? Bon. Alors, quel est le crime d'être le petit frère du président de la République alors qu'on parle des fils des anciens présidents qui sont devenus des présidents? Non, ce sont des inepties de quelqu'un qui n'a plus d'arguments politiques pour défendre ses opinions et il rentre dans ce qu'on appelle des postures clivantes. Est-ce que ces propos, quand même, sont de nature à exciter les partisans, à pousser à la révolte? Oh non, je pense que les Ivoiriens sont matures aujourd'hui. Les Ivoiriens ne vont pas tomber dans de telles rhétoriques creuses qui ne nous apportent rien du tout dans le débat démocratique. D'autant qu'eux-mêmes, ils sont en train de défendre la position de Tidiane Thiam, qui est le neveu de PDCI Houphouët-Boigny. Si bien on doit parler de royaume, c'est bien du côté du PDCI que regarder, parce que le royaume, c'est du père en fils, ce n'est pas du frère au petit frère. Donc c'est clair. Si le petit frère a les compétences pour gérer la Côte d'Ivoire, pourquoi les Ivoiriens ne lui accordent pas leur suffrage? D'autant qu'eux-mêmes, ils souhaitent que Tidiane Thiam soit président pour au seul prétexte, au seul motif qu'il est le neveu de Félix Houphouët-Boigny. C'est tout le sens de leur combat. C'est pourquoi d'ailleurs qu'il prend le PDCI, il force le PDCI pour en être le président et qu'on constate aujourd'hui que voilà, il n'a même pas la capacité de gouverner une collectivité, une association politique. Il prétend gouverner la Côte d'Ivoire. Donc là-dessus, il faut être lucide. Voilà. Il faut être lucide sur cette question-là. Afin N'Guessan me paraît de plus en plus tribaliste parce qu'en 2020, c'était les mêmes propos qu'il a tenus. Aujourd'hui encore, il tient les mêmes propos. Il n'a d'autres propos que ça. Et à tous ces débats, c'est ce qu'il vend aux Ivoiriens. Il n'a pas d'offre politique. Il n'a pas de projet politique pour la Côte d'Ivoire, si ce n'est de surfer sur tout ce qui est clivant. Parce qu'au final, on se demande, quand on dit libérer le pays, de quoi ou de qui? Peut-être deux. On va libérer le pays d'eux parce que c'est eux qui sont la gangrène de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RHDP. Le RHDP a prouvé qu'il était un parti responsable, qui construit la Côte d'Ivoire depuis qu'il est au pouvoir. Et sous le pouvoir du RHDP, jamais on n'a entendu que quelqu'un a été tué extrajudiciairement. C'est sous eux, il y avait l'escalade de la mort. C'est sous eux, il y avait le déchet toxique. C'est sous lui, Afin N'Guessan, au lendemain de la prise du pouvoir de Longwago, qu'on a connu le charnet de Yopougon. Donc il arrête un peu. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler parce que des incompétents et des irresponsables n'ont pas su gérer la Côte d'Ivoire, qui nous ont fait perdre 17 ans de notre vie, ne vont pas aujourd'hui prétendre à gérer la Côte d'Ivoire parce que tout simplement, ils estiment qu'ils sont plus ivoiriens que d'autres. Afin N'Guessan conteste. Il conteste le délibéré de la Cour du Conseil constitutionnel. Il estime que ce n'est pas son dossier qui a été analysé. Il conteste les chiffres qui ont été avancés par le Conseil sur les parrainages défectueux. Il demande que le processus soit mis en suspens, le processus électoral. Est-ce que c'est réaliste? Bon, je pense qu'il est dans un rêve éveillé. Afin N'Guessan est dans un rêve éveillé, il peut s'imaginer tout ce qu'il veut. Un, il n'est pas juge. Deux, c'est un technicien de télécom. Il ferait mieux de s'occuper de la téléphonie que de venir parler de droit. En Côte d'Ivoire, il y a des juridictions qui sont prévues justement pour délibérer. La Cour constitutionnelle est l'instance suprême qui a délibéré. Maintenant, s'il veut être magistrat, je veux bien, mais qu'il est à l'ENA pour apprendre encore ses cours de droit. Mais dire que lui, en tant que candidat, va remettre en cause le délibéré de la Cour constitutionnelle, quelle valeur ça? Donc ce sont des intentions, et ce sont des opinions floues, embrouillées qui sont dans sa tête, qu'il croit que justement il va les ressortir pour influencer quoi que ce soit. Tu sais, la politique, quand on prétend être démocrate et qu'on veut participer au jeu politique, il y a des choses qu'il faut savoir accepter. Il y a des choses qu'il faut savoir accepter. La démocratie, elle est ainsi faite. Elle met des limites,
D'accord? Et quand la Cour constitutionnelle a décidé, ces décisions sont sans appel. Alors, de quoi peut-il se prévaloir pour me remettre en cause une décision qui est sans appel? Alors, il faut qu'ils arrêtent un peu. Il estime que ce n'est pas la décision de la Cour constitutionnelle qui met en doute. Ça, c'est son opinion. Ce n'est pas la décision des Ivoiriens. Il peut rêver, comme je dis, c'est un rêve éveillé. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais ça ne s'impose à aucun Ivoirien. Et d'ailleurs, lui-même, il n'est pas un critère crédible en Côte d'Ivoire. En la matière. Je voudrais quand même vous amener aussi, vous soumettre ces propos de Noël Akossi Benjo, qui est aussi sorti le même jour, hier. Je le cite. Il n'y aura pas de boycott, ce serait trop facile, ils nous auront en face et nous allons nous affronter. À propos du RHDP. Oui, le RHDP est prêt à affronter tous les partis politiques pourvu qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Donc s'il n'est pas candidat, je ne vois pas comment il va affronter le RHDP. C'est un non-sens pour moi. Est-ce que ce n'est pas quand même un appel à l'affrontement? Parce que là, les mots sont assez clairs. Alors, il y a l'affrontement politique et puis l'affrontement physique. Alors, je ne sais pas s'il fait allusion à l'affrontement physique. En d'autres termes, il devient subversif et ses propos peuvent être retenus contre lui. Moi, je voulais vous demander, est-ce que, quand même, tout ça mis bout à bout, on n'est pas en train de nous diriger vers un CNT bis ou quelque chose d'un peu plus regrettable? On connaît les résultats du CNT de l'année dernière, enfin de 2020. Voilà, ça n'a pas donné grand effet, si ce n'est que les initiateurs ont été tous en prison et n'eût été la magnanimité du président de la République, actuellement il devait être mis au bâtiment C de la MACA. Ce n'a pas été le cas, ben, ici le tentent encore. J'espère qu'ils ont suffisamment donc, de poigne pour tenir ce qu'ils veulent provoquer et tenir les conséquences et supporter les conséquences de ce qu'ils veulent s'aimer. Docteur, c'est ma toute dernière question. Le président de la République, il a promis des élections apaisées. Là, on voit l'opposition radicale qui commence par bomber les muscles, par chauffer ses militants à blanc. Est-ce que ce pari pourra être tenu selon vous? Ce pari d'une élection apaisée? Ce n'est pas quelques groupuscules mal inspirés qui vont remettre la stabilité de la Côte d'Ivoire en cause. Voyez-vous, ces partis réunis, au total, ne valent que 5 régions sur 31 régions. Et je suis sûr qu'on reprend les élections aujourd'hui, il n'y aura même pas 2 régions. Parce que là, je parle de régions, des dernières élections il y a 5 ans en arrière. Enfin, il y a 3 ans en arrière. Le PPACI, 0 région. 3% donc, de l'électorat aux élections législatives, et puis je ne sais même plus combien de pourcents. Non, 3% aux élections municipales législatives, je ne sais plus. Mais en réalité, ce parti ne vaut rien du tout. Voilà, ce parti ne vaut rien du tout. Il ne tient que de nom. Tous ces cadres, Kone Katina, il s'est présenté, 0. Oubé Oulaï, 0. Dano Dédé, 0. Alors, sur quoi il compte pour espérer changer, pour espérer s'imposer sociologiquement sur les autres, qui sont majoritaires. Heureusement que dans la démocratie, le parti au pouvoir, qui a la majorité, doit protéger la minorité. Et je pense que le président Alassane Ouattara, il est suffisamment responsable, et encore, c'est pour ça qu'il se permet de tout cela. Voilà. Parce qu'il entend être démocrate, il est foncièrement démocrate, et il respecte les règles de la République, c'est un républicain. C'est pour ça qu'il peut se permettre de lancer de telles boutades. En réalité, ces partis ne valent rien du tout. Merci, Dr Khalilou, d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que va prendre fin cette émission. Je vous dis merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. Merci.